Voilà, ça, sans l'audio. Est-ce qu'on peut envoyer un message à Monsieur Aboulaye Valia pour qu'il puisse se reconnecter avec l'audio? Le seul participant qui était connecté d'ailleurs. Donc, bienvenue à tous les participants à cette 12e session. Comme je le disais, pour le moment, nous ne sommes pas nombreux. Donc, on va essayer de nous accorder encore quelques minutes, le temps de pouvoir euh, sensibiliser la communauté dans les différents groupes WhatsApp. Donc, avec votre permission, je vois Jean-Baptiste Kanda qui est connecté. Avec votre permission, on va essayer d'attendre un peu quelques minutes. Voilà. Pour qu'on ait plus de membres de la communauté avant de commencer la session. Merci beaucoup pour votre compréhension. Docteur Kwasi, je crois que l'expert a un problème de caméra. Sa caméra n'arrive pas à le sortir. La caméra de son ordinateur est désactivée. Ah, c'est la caméra de son ordinateur qui a un souci. Ok, c'est bon. Bienvenue, professeur. Oui, c'est bon. En fait, c'est parce que je n'avais pas activé quelque chose là. Merci, professeur. Donc, essayez d'envoyer un message à Monsieur Aboulaye Valia. Ah, je crois que c'est bon maintenant. Oui, c'est fait, il a envoyé un message. Ok, c'est bon. Il s'est connecté avec. Donc, on va attendre. Normalement, aujourd'hui, quand on regarde dans l'ensemble des communautés éco, il n'y a pas de session aujourd'hui. Donc, normalement, tout le monde devait affluer ici. Malheureusement, on se rend compte que il n'y a pas assez de personnes. Donc, on va s'accorder encore quelques minutes, hein, avec votre permission, pour que les gens puissent nous rejoindre afin qu'on puisse apprendre les uns des autres. C'est un thème très intéressant. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait assez de personnes avant que nous ne commencions. Donc, peut-être on va commencer avec ceux qui sont là. Au fur et à mesure, les autres vont nous rejoindre. Donc, bienvenue à la 12e session COVID long. Je suis Dr Kwasi, je vais assurer la modération de cette session. On va permettre aux membres de la communauté déjà connectés de se présenter. Donc, je vois Jean-Baptiste Kanda. Bonjour à vous, est-ce que vous pouvez vous connecter? Vous pouvez vous présenter, Jean-Baptiste Kanda. Bonjour à tout le monde, moi c'est Jean-Baptiste Ekanda, je suis médecin de la RDC. Merci. D'accord. Merci beaucoup, docteur, de votre participation à cette session. Aboulaye Valia, bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter à la communauté? Aboulaye Valia, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro si vous nous entendez? D'accord. Donc, on va continuer. On espère qu'il nous entend. Désiré Bikouba. Bonjour, bonjour, bienvenue à cette séance. Vous pouvez saluer la communauté. Ouvrez votre micro et saluer la communauté. Désiré Bikouba. Si vous nous entendez, ouvrez votre micro pour saluer Bonjour, la bonjour à communauté. tout le monde, je suis là.
Je suis D'accord. désolé du Cuba, l'infirmière de la Croix-Rouge, le centre de santé Croix-Rouge à Bukavu, en Bukavu. RDC. RDC. D'accord. Très bien. On salue les gens de Bukavu en RDC. Est-ce que le calme est revenu? C'est comment? Dites-nous un peu. Bon, nous sommes là, nous sommes là, nous Vous sommes êtes là. là? Oh, Oui, d'accord. je ne sais D'accord. pas Donc, si c'est le on thème prie, ou c'est quoi. on prie les dieux, hein, pour que le C'est ça. calme puisse revenir. Hein. Eh, merci beaucoup. Merci, merci de prendre part à cette session. Jida Somian Nyamke. Bonjour, je suis Gildas Somianemke. Je suis infirmier inscrit en Master 1 pneumologie à l'INFAS d'Abidjan. D'accord. Toujours présent aux sessions. Merci beaucoup. Aminata Dramé. Bonjour. Aminata Dramé, bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter. D'accord, je vais laisser la parole à Alice, à Dr. Lys Ntanda de bien vouloir se présenter à la communauté, d'ouvrir son micro et de se présenter à la communauté. Monsieur Lys, voilà. Bonjour, c'est Dr. Lys Ah, c'est une de dame Kinshasa RDC. Je pour suis moi. expert en santé publique, chef diète. Je suis expert en surveillance. Euh, donc, on est ensemble. Chaque jour, on est ensemble dans cette réunion d'ailleurs. C'est Et ça. ça fait plaisir toujours d'être ensemble. Hein. Aujourd'hui, quand même, on va taper. Hein. On est ensemble. D'accord. Salut Merci tout le monde. beaucoup. Merci beaucoup, docteur. OK. Qui n'a pas encore eu l'occasion de se présenter parmi les membres de la communauté? Aboulaye Valia, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter. C'est possible. Aboulaye Valia? Non. Toujours pas possible. D'accord. Donc, on va présenter quelques membres de l'équipe. On va profiter de ce temps-là en attendant on espère que d'autres membres vont nous rejoindre. Donc, je vais laisser la parole à professeur Kra. Professeur Kra, qui est le président du comité scientifique de ce Oui. programme. Et bonjour, chers membres de la communauté. Bonjour, docteur Kwasi. Je suis professeur Kraoufoué. Je suis vice-doyen chargé de la recherche à l'IFS Sciences médicales de Ouaké, Université Hassan Ouattara. Et comme l'a dit docteur Kwasi, je suis le directeur scientifique de cette formation COVID long. Donc, je suis très heureux de vous retrouver donc, aujourd'hui pour cette session, la deuxième session. Et vous souhaite donc tous, à toutes et à tous, donc, une bonne participation à cette session. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Docteur V. Aboulaye Valia a pu ouvrir sa caméra et son micro. On va lui permettre de se présenter. Docteur Aboulaye Valia. Docteur V, s'il te plaît, un instant. Merci à tous. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je suis docteur Valia. Je suis à 2S de pneumologie au Burkina Faso. OK. Je suis donc ravi de participer à cette EPU. Et je souhaite donc bonne séance à nous. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes combien dans la salle? À prendre part? Nous sommes deux. D'accord. OK. En tout cas, salut à toute la communauté du côté de Burkina Faso. Et en tout cas, soyez les bienvenus dans ce mouvement éco. Et nous vous souhaitons une bonne session. Donc, tout à l'heure, on pourra échanger.
Merci. Docteur V, tu peux y aller. Merci beaucoup, docteur Kwasi. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis docteur Veta Noanik, membre du CPE et puis heureuse de participer à cette session. Merci. Merci beaucoup, docteur V. Je vois professeur Louise Fortes vient de se connecter. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Comment vous Oui, allez, comment vous allez? professeur? Oui, ça va, ça se passe bien, oui. Ah, Dieu D'accord. merci. Ok, donc professeur, je vous ai envoyé un programme. On souhaiterait que vous confirmiez la date. On vous a programmé le 18, je crois que c'est le 18 septembre. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne date ou bien c'est le mois d'août. Bon, il faut que vous confirmiez. J'avais oublié un peu la date que vous aviez choisie, donc je ne sais plus si c'était en septembre ou en août. C'était en novembre. En novembre. Oui. Donc, D'accord. septembre, je pense que ça va être un peu coincé pour moi. Ok, Si ce n'est pas possible en novembre, octobre, c'est bon. ok. Donc, octobre ou novembre. Oui. Oui. Ok, ça marche. D'accord. Merci pour ça. Donc, on va modifier. On va voir avec les autres membres, hein, les experts, s'ils peuvent prendre la date du 18. D'accord. Ok. Merci pour ça. On va profiter. Ah, Tatiana. Fabrice Tatiana. Docteur Fabrice Tatiana, bonjour. Ça fait un moment, hein? Ouvrez votre micro. Ouvrez le micro. C'est tout. C'est pas ouvert. Voilà, c'est Bonjour, bon. vous m'entendez? Oui, ça va. Ok, bonjour docteur Emilienne, bonjour à tous. Content d'être parmi vous pour assister à cette belle session. Merci. On ne vous entend pas bien, hein? Allô, je disais Voilà. bonjour docteur Emilienne, bonjour à toute la communauté. Je suis docteur Tatiana Bafiga. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Merci. Merci beaucoup. C'est l'une de nos fidèles. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ensuite, Charlène Jean-Charles, bonjour. Vous pouvez vous présenter. D'accord, il a répondu dans le chat. Je suppose que il doit être sur plusieurs fronts. D'accord, on comprend bien. Ok, ça marche. Il dit qu'il est en librairie. Donc, sûrement qu'il doit avoir des clients. Donc, merci. Hein. Merci de prendre, malgré hein, ce temps en librairie, de prendre un peu de votre temps pour nous rejoindre à cette séance. Merci beaucoup. OK. Étudiante en droit et psychologie. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. Charlène Jean-Charles. Merci. Et vous êtes connecté depuis où? Quel pays? Charlène, c'est depuis quel pays? La France. Oh là là. On peut envoyer des signaux pour Charlène. Voilà. Qui nous a rejoint depuis la France, étudiante en droit et psychologie. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, nous allons poursuivre. Nous sommes 17, alors qu'aujourd'hui, quand même, sur la toile, hein, écho, il n'y a pas d'autres sessions programmées hein, dans les autres programmes. Donc, on ne comprend pas pourquoi nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui. Ngolo Félix Ouattara, bonjour. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Le micro, la petite touche en bas à gauche. Quand c'est sur le téléphone, c'est pas évident. Attendez que je vous demande, comme ça vous allez. OK. C'est bon? Voilà, c'est bon. Allez-y, vous pouvez vous présenter. Oui, je suis Ouattara Ngolo Félix, auditeur en Nomo à Abidjan, une phase d'Abidjan. Une phase d'Abidjan. OK. C'est votre première participation? C'est ma toute première participation.
Voilà, parce que je n'ai Ah, jamais très vu ce bien. nom. Donc, envoyons des signaux, souhaitons la bienvenue à M. Ngolo Félix Ouattara. En tout cas, envoyons des signaux pour lui. Voilà, donc ici, nous sommes en famille, c'est la famille ECO. Et ici, notre slogan, c'est tous enseignent, tous apprennent. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui connaît plus que quelqu'un ici. Voilà, comme on le dit terre à terre. On apprend des uns des autres. En tout cas, soyez les bienvenus. D'accord, merci beaucoup. Je vois Drissa Koulibaly. On espère que vous allez apprendre aujourd'hui sur cette thématique. Asthme et séquelles post-Covid. Drissa Koulibaly, est-ce que vous pouvez vous présenter? On essaie de tirer un peu, parce qu'on n'est pas nombreux, alors que c'est un bon thème. Oui, allez-y, présentez-vous. Je suis Koulibaly Drissa, imprimier au district ATS Sakassou et chargé de communication. Merci. D'accord. Vous êtes seul? Merci. D'accord, merci Oui, je suis seul beaucoup pour le de votre moment. participation. Ok, d'accord. Donc, prochainement, partagez le lien avec tous les autres infirmiers de votre district pour qu'on ait C'est beaucoup bien de noté. participants. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Ok. Léon Merci bien. Tabaro. Ok. Léon Tabaro. Ça aussi, on dit, c'est un nouveau, c'est un nouveau membre de la communauté. Bon, on va lui donner la parole, il va se présenter. Ouvrez votre micro. Bonjour, c'est Dr Léon Tabaro, D'accord. expert à Voxage de la RDC. Ok. D'accord. Je suis nouveau dans la communauté. Envoyons des signaux, envoyons des signaux. Aujourd'hui, nous sommes gâtés. Voilà, on a beaucoup de nouveaux membres qui ont rejoint le mouvement ECO. En tout cas, soyez le bienvenu à Dr Léon Tabaro, voilà, de la RDC, du COUPS de la RDC. En tout cas, soyez les bienvenus. On espère que vous allez apprendre, et nous aussi, nous allons apprendre de vous, parce que ici, tous enseignent, tous apprennent. Merci de votre présence. Donc, on va partager le... Voilà, d'accord. On va partager l'agenda. On va partager l'agenda. En attendant, je vais donner la parole au professeur Brou, qui est l'expert du jour. Awi Brou, qui est l'expert du jour, il va se présenter avant que nous ne puissions poursuivre. Professeur, bonjour. Oui, bonjour, docteur Kwasi. Vous vous présenter à la communauté. Donnez-nous tous vos titres. Voilà. Ok, non, c'est pas... Je suis Awi Brou Jean-Marcel, je suis pneumologue. Je suis professeur titulaire de pneumologie. J'exerce au CHU de Cocody et je suis le chef de service du centre de traitement des maladies infectieuses du CHU de Cocody, en même temps coordonnateur de l'activité tuberculose multirésistante au CHU de Cocody et puis membre du programme national de lutte contre la tuberculose. Envoyons des signaux. Oui, envoyons des signaux parce que... Pendant la COVID, j'étais le responsable du centre de prise en charge de la COVID à Cocody. D'accord. En tout cas, c'est l'homme indiqué aujourd'hui pour aborder cette thématique. Donc, envoyons des signaux au professeur Awi Brou depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Merci, professeur, d'avoir accepté d'animer cette session. Et je pense qu'on sera avec vous tout ce mois d'août parce que vous avez une autre session après. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va présenter rapidement l'agenda du jour. Nous sommes en train à la première partie, présentation. Tout à l'heure, on va rappeler les consignes. Donc, aujourd'hui, notre session sera un peu particulière, toute particulière. On a une étude de cas qui sera intégrée dans la présentation didactique de l'expert. Et donc, ça sera interactif avec tous ceux qui sont connectés, donc avec les membres de la communauté, et vous allez répondre. Donc, l'expert va faire sa présentation.
par moment, il va s'arrêter, il va vous poser des questions, vous allez répondre à travers le pôle everywhere. Donc, on va vous mettre un lien dans le chat. Et après, on va tous regarder les réponses. Et après, l'expert va poursuivre sa présentation, ainsi de suite, jusqu'à la fin de sa présentation. Donc, c'est cette approche que nous avons adoptée aujourd'hui pour que la session soit interactive. Donc, c'est une étude de cas qui sera présentée tout à l'heure avec suivi d'une présentation didactique. Et à la fin, pendant 40 minutes, on espère, et vers 13h55, on va terminer la session avec le sondage en lien avec la session. Voilà. Et 14h, on va mettre fin à notre rencontre. Diapo. Nous sommes à une formation en ligne, donc il est toujours bon de rappeler les bons consignes. Lorsqu'on n'a pas la parole, il faut toujours fermer son micro. Voilà. Et garder sa caméra ouverte tout au long de la session, si c'est possible, et bien positionner lorsque on prend la parole pour qu'on puisse bien vous voir. Voilà. Et lorsque vous avez la parole, gardez votre téléphone portable en mode silencieux et assurez-vous d'être dans un endroit où le débit est vraiment suffisant pour vous permettre de bien suivre la session. Ensuite, pour pouvoir prendre la parole, vous utilisez les émoticônes qu'on appelle réagir chez d'autres au bas de votre écran pour choisir lever la main. Et puis, nous sommes à une session de formation où nous devons respecter la confidentialité dans tout ce que nous faisons, surtout que nous présentons des cas réels. Donc, on doit respecter la confidentialité de ces cas que nous présentons. Et également, ne pas divulguer d'informations de santé protégée. Diapo. Donc, pour tous vos problèmes de Zoom ou bien de micro ou bien de son, voilà, vous échangez avec les IT dans le chat. Et puis, on vous demande de vous présenter dans le groupe, dans le chat, votre nom, votre organisation, votre pays. Et vous dire aussi qu'à la fin de cette session, nous allons mettre en ligne la présentation didactique de l'expert. Ça sera en ligne sur la plateforme IECO, à travers laquelle nous avons lancé les invitations de façon automatique. Et cette session, elle est enregistrée et votre présence, vos consentements à être enregistrés. Diapo. Donc, c'est un programme de formation où nous délivrons des certificats, deux types de certificats. Un certificat de participation, ça c'est à la fin du programme de formation qui est prévu en décembre 2025. Et une attestation de participation qui est délivrée lorsque vous participez au feedback que vous réalisez à la fin de la session. Voilà. Et donc, dans le cadre de ce programme que nous conduisons, nous utilisons les données que nous collectons, qui sont en lien avec les inscriptions, la participation, les questions-réponses. Ces données-là, nous les utilisons. Par contre, vos données personnelles restent confidentielles. Donc, pour pouvoir évaluer le programme que nous menons et aussi faire des enquêtes. Donc, merci beaucoup. Voici rappeler les consignes. Donc, le thème de ce jour, comme on le disait, c'est asthme et séquelles respiratoires post-Covid. Donc, aujourd'hui, nous allons laisser toute la place. Mais bien avant, on va expliquer un peu le pôle everywhere pour les nouvelles personnes. Puisque c'est ce que nous allons utiliser de façon interactive avec l'expert pour répondre aux questions-réponses. Donc, Monsieur Konaté, déjà vous allez mettre le lien dans le chat. Voilà. Donc, le lien est dans le chat. Donc, tout à l'heure, la première question, quand l'expert va arriver à sa première question, vous allez cliquer sur le lien et répondre à la question. Nous allons ensemble voir les réponses qui sont données par les membres de la communauté. Et à la fin, on va permettre à l'expert de nous présenter les bonnes réponses.
Voilà. Et il va poursuivre sa présentation didactique, ainsi de suite. Donc, c'est cet exercice-là que nous allons faire aujourd'hui pour que ce soit vraiment interactif. Donc, sans plus tarder, professeur Awi, on vous passe la main pour conduire votre présentation. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Dr. Kwasi. Et puis, salutations à tous les participants qui ont pris de leur temps pour venir échanger sur cette thématique. Ce que je vais faire le partage d'écran, hein, qu'on puisse... attendez, le partage d'écran est où ça? Professeur, c'est le bouton vert juste en dessous. Un bouton vert en dessous de l'écran. On écrit partager. Un bouton vert jusqu'en dessous de l'écran. Ah, ouais, c'est écrit partager. Malheureusement. Il y a une barre d'outils de zoom. Une barre d'outils en bas. Où il y a l'alignement, où il y a le micro, la caméra, dans le même alignement. Bon, malheureusement, je n'ai pas ça. Ah, attendez. Ici. Vous n'avez pas la barre d'outils avec le micro et la caméra? Non, non. Cliquez sur votre nom. Ça va sortir en fait. Vous avez le bouton de caméra, le bouton de la caméra et puis du micro, non? Oui. En dessous à gauche, voilà, vous allez un peu au centre, un peu en haut au centre où il y a un bouton vert, c'est écrit partager. Bah, malheureusement, non. Sur l'application que j'ai ici, il n'y a pas. Ce n'est pas la bonne application alors, normalement. Alors, c'est la bonne application. Cliquez sur votre nom sur l'écran. Professeur. Oui, j'ai cliqué là-dessus, mais je n'ai pas. Regardez en bas, quand vous cliquez, en bas, juste en bas, très Non, en bas, il y a des... Non, j'ai participants, discuter, réaction, plus, puis c'est tout, hein, il n'y a pas... Après réagir, là, c'est le bouton. Cliquez sur plus. Non. Bon, je suis sur plus, je vois paramètres, mais bon. C'est tout, il n'y a pas d'autres boutons dans plus. Non, non. Ok. D'accord. D'accord. Non, on va faire le partage pour vous et puis bon, je pense que là... D'accord. Après, on verra comment configurer votre application pour que tout puisse apparaître. Donc, oui, je peux faire la présentation didactique, le partage, comme Konaté va gérer le problème. D'accord, ok. Donc, c'est ça aussi les aléas du direct. Voilà. Il faut mettre ça en diaporama. Voilà. Donc, professeur. Ok. Bien, merci beaucoup. Et puis, excusez pour cet incident qui est lié plutôt aux aléas du direct. Donc, le thème qu'on a exposé aujourd'hui, c'est asthme et séquelles respiratoires post-Covid. Déjà, d'emblée, je préfère dire que ce n'est pas un cours sur l'asthme qu'on est en train de faire. Donc, il ne faudrait pas que les gens s'attendent à ce qu'on fasse toute la physiopathologie de l'asthme, les signes cliniques, etc. Parce que l'ensemble des personnes qui sont là-dessus ne sont pas forcément du même niveau. Donc, c'était juste ici pour présenter un cas clinique typique où on a un malade asthmatique qui a présenté des séquelles post-Covid et quelle a été sa prise en charge. Donc, pour une meilleure compréhension, on a utilisé le plan suivant. En grand 1, je vous ferai la physiopathologie de l'asthme et des séquelles respiratoires post-Covid. Et après, on verra le cas clinique et puis les ébauches de traitement selon les recommandations. Bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'asthme, selon le GINA, qui est le Global Initiative for Asthma,
c'est une maladie qui est hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs facteurs et qui associe une inflammation chronique des voies respiratoires. Parce que ça, c'est très important, inflammation chronique. Parce que dans la COVID, on a une inflammation aiguë, certes, dans la phase aiguë, mais par la suite, à la fin du traitement, il va persister une inflammation. Et ça, vous allez voir dans la physiopathologie l'implication. Donc, c'est cette inflammation-là qui va entraîner des symptômes respiratoires qui sont variables, tels que vous connaissez la respiration qui est sifflante, l'essoufflement, l'oppression thoracique, la toux. Et maintenant, il y a un paramètre qui est important, c'est aussi une limitation variable du débit expiratoire. Ça veut dire quoi? On a une variabilité du débit expiratoire, c'est-à-dire véritablement du souffle de la personne. Et ça, c'est important maintenant dans l'asthme. Avant, la définition dans l'asthme, on mettait simplement que s'agissait des symptômes avec une respiration sifflante, l'essoufflement, l'oppression thoracique, la toux. Mais maintenant, il y a une variabilité des débits qui est très importante. Donc, tous ces patients doivent bénéficier d'un débitmètre de pointe qui va permettre de montrer cette variabilité de débit. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'asthme, c'est une maladie chronique. Et ça, c'est très important. C'est une maladie chronique. Comme toutes les autres maladies, elle a besoin d'un traitement chronique. Donc, l'asthme, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux patients pour leur dire qu'ils ont l'asthme pour la vie. Et c'est une maladie qui va évoluer avec des périodes sans symptômes et des périodes d'exacerbation. Allons-y. Bien. En termes d'épidémiologie, en 2015, l'OMS avait rapporté 383 000 cas de décès dus à l'asthme. Et on s'est rendu compte que la plupart des décès survenaient dans des pays à revenus faibles parce qu'ils n'avaient pas accès au traitement de l'asthme à cause des coûts qui sont élevés. Ce qui fait que ces populations-là restent des populations vulnérables. Des populations vulnérables. Allons-y. Qu'en est-il de la physiopathologie de l'asthme et des séquelles respiratoires post-Covid? En termes de physiopathologie, il faut vous dire que l'asthme, j'ai essayé de résumer le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre. Il y a 3 éléments qui rentrent en ligne de compte de l'asthme. 3 éléments primordiaux qui rentrent en ligne de compte. Le premier élément, c'est l'inflammation. C'est l'inflammation qui rentre en ligne de compte. Donc, il faut obligatoirement en tenir compte. Parce que je vous ai dit que dans les séquelles post-Covid, il va y avoir une inflammation. Et cette inflammation-là sera provoquée par des stimuli qui peut être un allergène quelconque, qui peut être le froid, une infection, parfois c'est la parole à haute voix, véritablement quelque chose qui va provoquer cette inflammation-là. Et puis, une fois qu'il y a l'inflammation, vous allez avoir ce qu'on appelle une hyperréactivité bronchique. Et cette hyperréactivité bronchique-là, c'est la musculeuse et la muqueuse qui vont se mettre à s'hypertrophier et commencer à avoir des sécrétions. Donc, cette hypertrophie de la musculeuse et de la muqueuse-là sera à l'origine de l'obstruction bronchique. Donc, voici les 3 phases dans lesquelles évolue l'asthme. L'inflammation, très important. L'hyperréactivité bronchique, qui vont aboutir à une obstruction bronchique et les symptômes liés à l'asthme. Suivant. Donc, en détaillant chaque élément, en termes d'inflammation, vous voyez très bien que l'inflammation, c'est tout ce qui va entraîner les symptômes. Donc,
on a l'allergène ici, on a pris le cas ici dans l'allergène, qui va se fixer sur les immunoglobulines E, qui, lorsqu'ils vont se fixer, vont entraîner une dégranulation des mastocytes. Hein, et ces mastocytes, en se dégranulant, vont former l'acide arachidonique, qui va se diviser en ces deux branches, qui sont la branche de la cyclooxygénase, qui va donner les prostaglandines, de la lipooxygénase, qui va donner les leucotriènes. Et ce sont ces éléments-là qu'on va utiliser dans le traitement de l'asthme. Et puis, dans l'autre partie de la dégranulation, on va voir l'histamine, les enzymes et les facteurs chimiotactiques qui seront sécrétés. Donc, élément important, l'inflammation. Et ça, il faut retenir que maintenant, comme je l'ai dit, c'est une maladie inflammatoire. Donc, dès qu'on agit sur l'inflammation, on agit sur les symptômes. Allons-y. L'hyperréactivité bronchique se présente comment? Vous avez sur la diapositive de gauche une bronche avec le cartilage qui est tout autour. Vous avez le cartilage qui est tout autour. Le muscle, les muscles bronchiques qui sont là. La muqueuse. Et tout autour, vous avez les glandes sécrétoires qui sont dans la muqueuse. Donc, techniquement, quand on a une bronche avec inflammation, voici ce à quoi déjà on est. Vous avez la musculeuse qui commence à s'épaissir, et au fur et à mesure de l'épaississement, on aboutit à l'obstruction bronchique complète qui fait que on a ici complètement une musculeuse qui s'est épaissie totalement, une muqueuse qui s'est épaissie avec des sécrétions intrabronchiques. Et une fois qu'on a une réduction du calibre de la bronche, vous avez les symptômes. Donc ça, vous avez typiquement ce qui se passe au niveau de la bronche qui sera à l'origine de l'hyperréactivité bronchique qu'on voit à gauche, et puis de l'obstruction qui sera à l'origine des signes. Et là, vous voyez très bien sur la diapo, sur les images de droite, hein, la bronchoconstriction. C'est ce qui se passe au niveau des bronches chez l'asthmatique. Prochaine diapo. Donc, dans une bronche normale, vous avez vu comment est-ce que l'orifice, le passage de l'air est fluide. Mais dans une bronche dans laquelle il y a une inflammation avec une sécrétion de mucus, dans le cadre d'une hyperréactivité bronchique et une inflammation, voilà ce qui se passe. C'est ce qui est à l'origine de tous ces symptômes-là. Quand vous allez avoir les sifflements, et puis vous allez avoir des gros râles bronchiques parce qu'il y a des sécrétions à l'intérieur. Et c'est ce qui va donner les classiques signes de l'asthme. Prochaine diapo. Sur le plan des signes cliniques, l'asthme, en premier lieu, c'est une maladie où il faut interroger les patients. Il faut les interroger. Surtout chez les adultes et les enfants, il faut les interroger. Et puis, le maître symptôme, c'est ce qu'on appelle une dyspnée expiratoire. C'est une difficulté à faire sortir l'air, pas à faire entrer. C'est une difficulté à faire sortir l'air. Et ça va s'accompagner d'une toux qui est sèche au début, qui va devenir progressivement difficile à expectorer. Et quand le malade réussit à expectorer, ça va tomber dans, si vous prenez un pot ou un verre, vous allez voir que ce sera des sécrétions qui sont épaisses, qui vont tomber comme des grains de tapioca. Pour ceux qui connaissent le tapioca, donc ce sont des sécrétions épaisses blanchâtres. Parce que ce sont des mucosités qui ont été accumulées avec difficulté à sortir. On a maintenant l'oppression thoracique
lié surtout à l'obstruction bronchique, le patient va vous dire qu'il a l'impression qu'il y a un poids sur sa poitrine. Et fait important, quand il a cette oppression thoracique, typiquement, c'est quelqu'un qui a une symptomatologie qui survient la nuit. Le patient va à la fenêtre, ouvre la fenêtre et recherche de l'air. Il recherche inexorablement de l'air parce qu'il n'arrive pas à respirer. Et puis, à un stade avancé, vous avez les sifflements que vous pouvez entendre même sans avoir mis le stéthoscope. Suivant. Donc, une fois que vous examinez le malade, vous allez attendre des sibilants. Ce sont des sifflements. Ce sont des sifflements. Et ça, c'est facile à reproduire quand vous prenez un tuyau, au fur et à mesure, vous réduisez le calibre et vous faites passer de l'air, vous allez avoir ces sifflements-là. C'est ça qu'on appelle les sibilants qui sont liés à la réduction du calibre des bronches. Et puis, l'autre élément, vous avez les râles bronchiques ou les rhonchies qui sont liés, eux, à l'accumulation de sécrétions dans les bronches. Et lorsque vous avez ces deux éléments-là, ça donne ce qu'on appelle le classique bruit de pigeonnier. Pour ceux qui ont déjà vu un pigeonnier et ont fait de l'élevage de pigeons, c'est typiquement le même bruit qui se passe quand on a les sibilants et on a les... lorsqu'on a les sibilants et les rhonchies. Allons-y. Sur le plan paraclinique, sachez que dans la forme typique de l'asthme, il n'y a aucun examen paraclinique à faire. Lorsque ce patient-là, vous entendez des rhonchies et des sibilants chez ce patient, avec une notion d'allergie, etc., ou de sensibilité, le diagnostic est posé. Il n'y a aucun bilan. Le bilan qu'il y a lieu de faire, ce sont les explorations fonctionnelles respiratoires avec les tests de provocation, mais pour des patients qui présentent quelques symptômes, essentiellement soit la toux ou la dyspnée, pour lesquels on va faire les explorations fonctionnelles. Mais typiquement, la forme typique, il n'y a aucun bilan à faire. Quand on décide de faire un bilan, c'est pour rechercher qu'est-ce qui a provoqué la crise. Suivant. Ça, on vient de voir l'asthme avec l'examen clinique. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un cours sur l'asthme, c'est pour donner déjà d'importantes notions. Maintenant, en termes de physiopathologie des séquelles respiratoires post-Covid, le premier élément, c'est l'inflammation. Parce que le patient a eu une infection, il a certes guéri de l'infection, mais l'inflammation, les phénomènes inflammatoires, parfois persistent chez eux. Et cette inflammation va entraîner ce qu'on appelle un remodelage de la paroi bronchique, qui est quasi permanente. Et si vous vous souvenez bien, dans la physiopathologie de l'asthme, on a l'inflammation qui va entraîner l'hyperréactivité bronchique. Donc, dans les séquelles, on a l'inflammation. Et cette inflammation permanente va entraîner au fur et à mesure une altération des fibres musculaires et de la muqueuse bronchique qui seront responsables de la toux avec expectoration. Et au fur et à mesure qu'on a des sécrétions dans l'âme bronchique, avec des surinfections dans l'âme bronchique, on va avoir une altération des fibroblastes qui vont empêcher au fur et à mesure une cicatrisation des lésions et va aboutir à la fibrose pulmonaire. La fibrose pulmonaire qui est une cicatrisation qui est fixée, qui va en elle-même réduire le calibre. Donc, on se rend compte que sur le plan physiopathologique des séquelles post-Covid, il y a énormément de ressemblances avec la physiopathologie de l'asthme. L'inflammation, l'altération des fibres musculaires, de la muqueuse avec les sécrétions qui au finish vont entraîner une fibrose et puis une réduction du calibre des bronches. Suivant. Donc,
On a fait une étude qui a montré des signes chez ces patients-là qui avaient des séquelles post-Covid. Et cette étude a montré que la plupart, ils avaient une oppression thoracique à l'effort. La toux était dans 60%. On avait des crachats, des expectorations. La dyspnée était quasi permanente. Et puis, quelquefois, on avait des douleurs thoraciques. Donc, ce sont des signes qui ressemblent à ceux de l'asthme. Donc, vous voyez, un patient asthmatique qui va avoir des séquelles, qui va présenter ces signes, il ne va pas falloir dire que ah non, ce sont vos séquelles. Il va falloir interroger le malade, examiner correctement le malade pour pouvoir aboutir à un diagnostic, traiter le malade, éviter qu'il fasse des complications et voire même mourir. Diapo suivante. Donc, toujours quand nous avons fait sur le plan radiographique, on avait vu que chez ces malades, l'atteinte alvéolaire persistait dans environ 20% des cas. On avait une atteinte alvéolaire qui persistait. L'atteinte interstitielle aussi, qui persistait dans environ 40% des malades. Et dans 10% des cas, on avait une fibrose pulmonaire. Et lorsqu'on arrive à la fibrose pulmonaire, c'est le stade, l'antichambre de l'insuffisance respiratoire chronique. Et dans environ 30% des cas, la radiographie du thorax et le scanner étaient normaux. Suivant. Donc, voici les images qu'on avait quasiment retrouvées. La radiographie thoracique normale, l'atteinte interstitielle ici qui vous donne un aspect en verre dépoli qui est bilatéral. Chez ce patient qui a été guéri de sa COVID, mais qui a gardé ces séquelles-là, ces séquelles importantes-là, et qui va continuer de tousser et avoir ses difficultés respiratoires, alors que la PCR, toutes les PCR sont revenues négatives. Suivant. Voilà. Les lésions de fibrose pulmonaire chez un patient, des lésions de fibrose pulmonaire. Et puis là, typiquement, l'atteinte alvéolaire à droite avec le bronchogramme aérien chez un patient qui a fait sa pneumopathie à COVID, qui a été hospitalisé, mais qui est sorti avec des lésions et quasiment 2 ou 3 mois après, les lésions persistaient, mais le patient n'avait plus de fièvre. Suivant. Donc, en résumant, typiquement, pour que vous puissiez comprendre, donc, dans l'asthme, les symptômes, c'est l'inflammation, l'hyperréactivité bronchique qui va entraîner, l'inflammation qui va entraîner l'hyperréactivité bronchique et l'hyperréactivité bronchique qui va entraîner l'obstruction. Dans les séquelles post-Covid, vous avez l'inflammation, l'altération de la paroi et de la muqueuse bronchique et à la longue aboutit à la fibrose. Donc, lorsqu'on a une inflammation qui persiste dans les séquelles post-Covid, cette inflammation-là peut entraîner une hyperréactivité bronchique qui va entraîner la cascade qui suit, c'est-à-dire l'obstruction bronchique. L'altération de la muqueuse et de la paroi va entraîner une obstruction bronchique et entraîner immédiatement des symptômes chez le patient qui est asthmatique. De la même manière, lorsqu'on a une fibrose où tout est fibrosé, et quand on parle de fibrose, c'est-à-dire qu'on n'a plus la mécanique ventilatoire, le poumon n'arrive plus à se répandre, on a cette fibrose-là. Cette fibrose va faire en sorte que les bronches vont rester rigides. Avec cette inflammation-là, on entraîne inexorablement une obstruction bronchique. Donc, vous voyez à quel point l'asthme et les séquelles post-Covid au niveau respiratoire sont imbriqués dans leurs symptômes. Suivant. Bien. Donc, après avoir fait ce rappel, on va partir maintenant sur notre cas clinique. Et ce cas clinique, comme l'a rappelé le docteur Kwasi, ce sera un cas clinique interactif où, après la présentation, on va vous poser des questions et on va attendre de vous des réponses justifiées au décours de ce que je vous ai donné. Suivant.
Donc, il s'agissait d'une patiente que je suivais, qui a 50 ans, qui est asthmatique connue depuis environ 10 ans, et qui avait la ventoline spray au besoin, et puis le Symbicort, qui est le traitement de fond chez elle. C'était une malade qui était observante. Et en 2002, au début même de l'épidémie de la COVID, elle a présenté une toux avec des crachats qui étaient clairs, une fièvre, et puis la difficulté respiratoire, le stade 1 de SADOL. Lorsque je l'ai ausculté, l'auscultation était normale. On a fait la TDR COVID qui est revenue négative. Et la radiographie qu'on a faite est revenue normale. Suivant. Donc, voilà la radiographie qu'on a faite. C'est vraiment une radiographie avec une clarté qui est normale. Il n'y avait pas de symptômes. Suivant. Bien. Maintenant, avec tout ce que je dis, je vais vous poser la question. D'après vous, quelle est votre attitude thérapeutique? Soit vous ne faites rien, soit vous mettez des antibiotiques, soit vous lui demandez de continuer son traitement contre l'asthme, soit vous lui prescrivez des antipyrétiques, ou bien vous la surveillez. Donc, j'attends de vous les réponses. Ok, donc, chers participants, cliquez sur le lien qui est dans le chat et puis vous allez voir la question. Vous allez choisir. Est-ce qu'il y a plusieurs réponses possibles? Oui, oui. Ah, d'accord. Voilà. Donc, vous cliquez et nous allons voir les réponses qui vont défiler au fur et à mesure. Donc, quelle sera votre attitude thérapeutique? A, je ne fais rien. B, je mets des antibiotiques. C, je lui demande de continuer son traitement contre l'asthme. D, je lui prescris un antipyrétique. E, je la surveille. Donc, on vous attend, chers participants. Après cette définition qui a été donnée par notre expert, avec le triptyque qui a été donné, inflammation, hyperréactivité bronchique, obstruction bronchique. Voilà. Quelle sera votre attitude face à cette patiente de 50 ans qui est asthmatique depuis 10 ans et qui a présenté une toux en 2022 en pleine période de pandémie COVID-19. Donc, on vous attend, voilà. Choisissez, on vous attend. Merci beaucoup, choisissez. On a encore quelques secondes encore pour les retardataires. Voilà, allez-y. Docteur Siana Dou. Faut cliquer sur le pôle bleu où tu vas répondre. Comme ça, on va prendre en compte. Elle a choisi C. Donc, pour le moment, la réponse C et la réponse E s'équivalent. Donc, on vous attend, chers participants. On vous attend quelques secondes, juste quelques secondes. Ngolo Félix, vous n'arrivez pas à utiliser le lien? Oui, je n'arrive pas à utiliser le lien, sinon c'est le E. Il allait surveiller la patiente. Vous allez surveiller la patiente, le E. Donc, écrivez dans le chat alors. Si vous n'arrivez pas à choisir le pôle everywhere. D'accord, donc pour le moment, la question C l'emporte. Après, qui suit? Donc, on vous attend. Quelques secondes encore. Quelques secondes. Il y a quelqu'un qui a choisi le D. Il ne veut pas la fièvre. D'accord, je lui demande de continuer son traitement. Ça, Ghislain a choisi le C. Bon, on ne pourra pas comptabiliser pour ceux qui répondent dans le chat, donc ça sera difficile de savoir qu'est-ce qui l'emporte. Donc, essayez de faire un effort, cliquez sur le lien.
Monsieur Konaté, est-ce qu'on a besoin forcément par rapport au point de vue, est-ce qu'on a besoin d'installer ça sur son portable? Est-ce qu'on a besoin avant que Il y ça a démarche? Non, non, docteur Kwasi, le pas besoin de... QRC là, le QR, Voilà, en cliquant D'accord. sur le lien, QR vous code. directement. Voilà. Ah, voilà, d'accord. Donc, utilisez le QR code de votre téléphone portable. Vous cliquez sur le truc qui est dans l'onglet qui est ici, voilà, À droite. avec votre téléphone, et puis vous répondez. Donc, professeur, je crois que pour le moment, on a le C qui l'a emporté. Voilà, Oui. même dans le chat, il y a le C qui l'a emporté. Donc, la majorité des participants demandent à ce que la dame puisse continuer son traitement contre l'asthme. Donc, on va s'arrêter et puis permettre au professeur de poursuivre. On va voir quelle est la bonne réponse. Bien. Donc, quelle est votre attitude? Quelle est votre attitude? La plupart des gens ont choisi le C. Ils ont choisi le C. D'accord. Diapo suivante. Donc voilà. Voici les réponses. C'est une maladie qui est asthmatique. Ce que vous devez lui dire, c'est de continuer son traitement de fond. Et la plupart des participants ont coché la réponse C. Et ça, c'est bien. Elle fait la fièvre, donc vous lui prescrivez un antipyrétique. Et puis, vous la surveillez. Et ça, c'est un élément très important. Je lui demande de continuer son traitement de fond. Je lui prescris les antipyrétiques et je la surveille. Donc, félicitations à ceux ou celles qui ont répondu simultanément aux trois items. Pour les autres, ceux qui ont dit « je ne fais rien », il faut revenir à la physiopathologie de l'asthme. Et puis, des séquelles post-Covid. C'est très important parce que pour éviter que ces malades-là fassent des crises graves et se retrouvent encore en réanimation, être intubés, ventilés et parfois même mourir. Diapo suivante. Donc, après une semaine de surveillance, on a sa dyspnée qui s'aggrave. Et elle est hospitalisée au niveau du centre de traitement ici. Et là, on fait la TDR COVID qui est positive. Le TDR positif qui est positif. La patiente va rester en hospitalisation pendant 2 semaines. Elle va faire parfois un séjour même en réanimation. Elle est en réanimation. Et après le passage de la période critique, elle sera réadmise en hospitalisation. Et après environ 1 mois, la patiente a été libérée quand les TDR sont revenus négatifs et la PCR de contrôle qui a été effectuée à 3 reprises est revenue négative. Et à la sortie, on a fait une imagerie qui était une imagerie qui a montré une atteinte interstitielle. Pour quelqu'un qui n'avait quasiment rien, on a eu une atteinte interstitielle juste à la sortie après 1 mois. Et on a surveillé la patiente. Maintenant, à l'examen, elle avait toujours cette dyspnée qui est passée maintenant d'une dyspnée qui était initialement dyspnée stade 1, c'est-à-dire pour des efforts très intenses, à une dyspnée stade 2 pour des efforts moins intenses. Diapo suivante. Donc, voici sa radiographie du thorax quand on l'a sortie. Donc, on avait cette atteinte interstitielle-là et son scanner qui montrait cette atteinte interstitielle qui persistait. Allons-y, diapo suivante. Donc, 2 semaines après sa sortie, la toux s'est intensifiée avec des crachats qui sont devenus épais, difficiles à expectorer, surtout la nuit. Et la dyspnée qui est toujours restée au stade 2, mais il n'y a plus de fièvre et l'appétit est conservé. L'auscultation va retrouver de gros râles bronchiques et quelques sibilants. Alors, je vous repose encore la question.
Vous pensez à quoi quand vous avez ausculté cette patiente-là qui a une toux, qui est devenue difficile à sortir, qui a des sibilants et qui a des ronchis? Vous pensez à quoi? À une crise d'asthme? À une récidive de sa COVID? À une surinfection de ses séquelles respiratoires post-COVID? Ou bien vous avez une autre réponse? Si vous avez une autre réponse, vous allez me spécifier ça. Voilà. OK, c'est parti. Chers participants, cliquez sur le lien, ou bien pour ceux qui ne peuvent pas cliquer, prenez votre QR code et scannez le QR code qui est là, qui s'affiche sur l'écran, pour qu'on puisse voir au fur et à mesure vos réponses. Merci de participer. Merci de participer. Voilà. Merci de participer. Est-ce une crise d'asthme? Est-ce une récidive de COVID? Est-ce une surinfection de ces séquelles respiratoires post-COVID? Ou bien c'est un autre diagnostic? Donc, ceux qui vont dire autre, tout à l'heure, vous avez levé la main pour nous donner le diagnostic auquel vous pensiez. Voilà. Merci de participer. Merci de participer. Merci. Pour le moment, la réponse A l'emporte. On attend toujours. On attend toujours. On attend toujours. Quel est votre diagnostic? On attend toujours. La réponse A est toujours en tête. Et après, ça suit la réponse C. Voilà, une surinfection des séquelles respiratoires post-COVID. Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas d'autres diagnostics en dehors de ces deux diagnostics qui ont été choisis par les participants. En majorité, c'est une crise d'asthme. On vous attend, participez. Voilà, on apprend des uns des autres, que ce soit interactif. Voilà. OK, donc est-ce qu'on peut s'arrêter là? Je vois que 75%, professeur, ils ont répondu crise d'asthme. Voilà. Allô, professeur? Donc, je dis que vous avez répondu crise d'asthme et 25% ont répondu sur l'infection de séquelles respiratoires post-COVID. Bien. Diapo suivante. Donc, en termes de réponse, il s'agit d'une crise d'asthme. Je vous ai bien dit que Vous lorsqu'on attend... applaudir. Bravo à tous. D'accord. Allez-y. Donc, comme je vous ai dit, lorsque vous entendez les sibilants et des ronchis chez un tel patient qui n'a pas d'autres antécédents cardiaques ou autres, c'est qu'il s'agit d'un asthme. Et là, félicitations à tous ceux qui ont répondu. Maintenant, il y a 25% qui ont dit qu'il s'agit de séquelles respiratoires post-Covid. Ce n'est pas une surinfection de séquelles, parce que quand il y a une surinfection, je vous ai bien dit, les crachats sont clairs. Il n'y a pas de fièvre. Donc, il n'y a pas de surinfection. C'est les sécrétions muqueuses liées à sa crise d'asthme qui fait qu'elle tousse et crache clair. Mais les sécrétions sont claires. C'est clair, donc il n'y a pas d'infection et elle ne fait pas de fièvre. Donc ça, ce n'est pas le bon diagnostic. Le bon diagnostic, c'était la crise d'asthme. Diapo suivante. Troisième question. Et ça, je sais que je n'en ai pas parlé, mais c'était pour évaluer un peu, pour voir ceux qui ont déjà dans leur pratique pris en charge des asthmatiques. Quelle est votre attitude thérapeutique face à cette malade qui est en crise d'asthme? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dire je ne fais rien? Vous allez mettre des corticoïdes? Vous allez lui demander de reprendre son traitement contre l'asthme? Vous allez lui prescrire des antibiotiques? Et puis vous allez la surveiller. Ou bien vous allez la surveiller. Donc, j'attends vos réponses. Parti, cliquez sur le lien.
Vous scannez le QR code. On vous attend, on attend. Ok, donc professeur, je pense que pour le moment, il y a plusieurs réponses qui ont été cochées. Voilà. Oui. Je vois que 50% des participants ont coché je mets les corticoïdes, 30%, je lui demande de continuer son traitement contre l'asthme, 10% prescrivent des antibiotiques, et puis 10% surveillent la patiente. D'accord, diapo suivante. Diapo suivante. Bien. Donc, cette malade-là, elle tousse, elle crache, elle a juste une légère augmentation de sa dyspnée. Les crachats sont clairs. Donc, il n'y a aucun intérêt à mettre des antibiotiques. Donc, vous demandez à la patiente de reprendre son traitement contre l'asthme, parce que son traitement contre l'asthme contient des corticoïdes déjà. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'elle est sous Ventoline et puis Symbicort. Hein? Pour certaines équipes, ils peuvent mettre des corticoïdes à l'intérieur en phase aiguë, mais pour cette malade qui n'est pas en train de grande détresse respiratoire, on lui demande de reprendre son traitement contre l'asthme et d'intensifier ce traitement-là qui va lui permettre de résoudre sa dyspnée. Prochaine diapo. Donc, la question que je vous pose, ça c'est une question pour laquelle je vais demander à chacun, ceux qui veulent répondre, d'ouvrir leur micro et puis de répondre parce qu'il n'y a pas de QCM. Pourquoi la patiente doit reprendre son traitement contre l'asthme? Donc, on vous attend lever les mains pour pouvoir répondre. Peut-être on va susciter. On va susciter des réponses. Notre super championne Fadiga, Fabrice Tatiana, elle a toujours de très bonnes réponses. Fabrice Tatiana, on vous écoute. Docteur Emilienne, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, et merci au cher maître pour la présentation. Donc, je pense que la présentation nous rappelait à tous
et enseigner peut-être à d'autres que l'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes. Et donc, du fait de la chronicité déjà de la maladie, la patiente devra continuer son traitement. Donc, il n'est pas question d'interrompre son traitement. Et vu que le diagnostic qui a été retenu était celui de l'asthme, elle doit continuer son traitement. Il n'y a pas eu de symptômes aggravants qui pourraient nécessiter une autre prise en charge. Donc, la détresse respiratoire sévère ou autre chose, en fait, qui pourrait instituer peut-être une oxygénothérapie ou, je sais pas, des nébulisations. Donc, je pense, donc, pour cette raison-là, elle pourrait continuer son traitement sous réserve de ce que le maître va apporter comme éclaircissement. Merci. Merci, docteur. Merci beaucoup. Il y a mon homo qui a la main levée. Emilienne Mbouita. Oui, Mambombo. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est vrai que j'ai pris le train un peu en retard, mais je pense que cette patiente doit continuer son traitement pour prévenir les autres crises. Parce que, bien évidemment, tout ce qu'elle présente là peut être lié à sa crise et aussi c'est pour stabiliser sa maladie, car son traitement va lui permettre de garder un bon contrôle de l'asthme à long terme et aussi éviter les complications. Vu que dans son traitement, il y a les corticoïdes, on ne devrait pas les arrêter aussitôt chroniques. Désolée pour le bruit. Donc, les patients asthmatiques ne devraient pas jouer avec leur traitement. Il est également à noter que c'est des traitements qui améliorent la qualité de la vie. Quand tu suis bien ton traitement, même ton organisme aussi s'accommode et puis tu parviens à lutter facilement contre les attaques externes. Merci, c'est ma modeste contribution. Merci beaucoup. Donc, tout ça, ce sont des recommandations. Tout ça, ce sont des recommandations. Donc, l'expert nous en dira plus tout à l'heure. Donc, autre recommandation, suggestion, Siana Doulu. Ou bien Palouki Ngassibou. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à donner comme recommandation? Alex, oui, allez-y. Si c'est pas trop demandé, je voudrais un peu qu'on revienne sur le cas de la patiente. J'ai compris qu'il y avait tout crachat et difficultés respiratoires, je ne sais pas quoi d'autre. D'accord. Le professeur va répondre un peu, comme il maîtrise le cas. Pour ça. Oui, en fait, il y avait la toux, il y avait les crachats qui étaient clairs. La Disney ne s'est pas autant aggravée. Elle est passée d'une stade 1 stade 2 limite. Et sur le plan radiographique, c'est les images que je vous ai montrées. Mais lorsqu'on a ausculté, on avait des sibilants et des ronchis. C'est tout. Il n'y avait pas de fièvre. Pas de fièvre. OK. Milienne, si vous avez quelque chose, vous voulez ajouter quelque chose après ça? Non. D'accord. Merci, professeur. Merci. OK. OK, donc, professeur, après ces deux interventions, on attend vos recommandations. D'accord. On continue. Diapo suivante. Donc, c'est pour ça cette slide que j'ai faite, hein, c'était important, j'ai passé beaucoup plus de temps. Comme je vous ai dit, l'asthme, c'est d'abord, vous avez l'inflammation qui va entraîner l'hyperréactivité bronchique et l'obstruction. Et la malade, vous avez vu son scanner, vous avez vu cette atteinte interstitielle qui est là, ça montre déjà qu'il y a une inflammation qui est là. Donc, vous avez cette inflammation qui est persistante, qui va entraîner son hyperréactivité bronchique et son obstruction. Donc, chez cette malade, la raison pour laquelle il faut maintenir son traitement
de fond, son traitement tout le temps, c'est surtout parce qu'il y a l'inflammation qui est quasi permanente actuellement. Parce qu'elle est sortie de l'hôpital il n'y a pas assez longtemps et on avait cette atteinte interstitielle qui n'était pas encore fibrosée. Donc, on avait des phénomènes inflammatoires qui avaient lieu. Et ces phénomènes inflammatoires ont entraîné une hyperréactivité bronchique. Et puis, cette hyperréactivité bronchique a entraîné son obstruction bronchique. Donc, il faut maintenir son traitement de fond à cause de cette inflammation permanente qui est là. OK? Bien. Prochaine diapo. Bien. Donc, s'agissant maintenant du traitement de l'asthme, selon le GINA a classé déjà l'asthme en différents paliers. Vous avez l'asthme léger qui va comporter les paliers 1 et les paliers 2 de la prise en charge de l'asthme. L'asthme modéré, les paliers 3 en termes de traitement. Et l'asthme sévère va concerner les paliers 4 et 5 de leur prise en charge. Donc, c'était important de vous montrer à quoi correspondent les paliers parce que ça a une implication sur la diapo suivante. Diapo suivante. Donc, j'espère que vous arrivez à voir. Donc, selon les nouvelles recommandations, c'est-à-dire le GINA 2024, pour les paliers 1 à 2, vous avez une association de corticostéroïdes inhalés, c'est-à-dire son Symbicort, formoterol, à faible dose. Donc, il faut instituer, c'est-à-dire son traitement, c'est corticostéroïdes inhalés plus formoterol. Le palier 3, c'est toujours les corticostéroïdes inhalés et les formoterol, mais toujours à faible dose. Toujours à faible dose. Donc, palier 1 et 2 et palier 3, vous avez l'association corticostéroïdes inhalés formoterol à faible dose. À partir des paliers 4, vous avez cette association formoterol, corticostéroïdes inhalés, mais à des doses beaucoup plus importantes parce qu'on est face à un asthme sévère. Et quand vous avez des paliers 5 en ce moment-là, vous allez utiliser des autres thérapies comme les immunoglobulines, les antagonistes des immunoglobulines ou bien la thérapie ciblée pour ces malades-là. Maintenant, lorsque le patient, il n'a pas ce traitement-là, comme traitement de secours, de première intention, ça reste les corticostéroïdes inhalés formoterol, mais en augmentant les prises. Ce n'est plus la prise matin et soir. Maintenant, vous augmentez les prises. C'est bien entendu? Vous avez l'association corticoïdes inhalés plus formoterol. En traitement de fond, c'est matin et soir. Mais en traitement de secours, quand il est en crise, vous augmentez les fréquences des prises. Ça, c'est en première intention. Mais lorsque, pour certaines personnes qui n'en disposent pas, ou bien qui ont leur traitement de fond qui est quasiment fini, ou qui n'ont pas, en ce moment-là, ils peuvent avoir la deuxième option, c'est utiliser en traitement de secours les bêta-2 agonistes à courte durée d'action, c'est-à-dire la ventoline. Donc, je vais me répéter pour que les gens puissent comprendre. Les patients ont leur traitement de fond, corticostéroïdes inhalés plus formoterol, qu'ils prennent matin et soir tous les jours. Et lorsqu'ils sont en crise, ils augmentent la fréquence des prises. Pour les paliers 1 à 3, c'est des faibles doses. Les paliers 4-5, c'est des doses beaucoup plus importantes. Lorsque le patient ne dispose pas ou a son corticostéroïde inhalé plus le formoterol qui est quasiment en rupture, il a comme autre solution de secours, c'est le bêta-2 à courte durée d'action qui est le salbutamol. OK? Diapo suivante. On va finir pour résumer ce qu'on a fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette présentation? Il faut retenir que les patients asthmatiques ayant eu la COVID sont plus susceptibles de faire des crises, surtout s'ils ont des séquelles respiratoires qui sont présentes.
surtout à type d'atteinte parenchymateuse, de tout avec sécrétion. Donc, il faut faire attention à ces patients-là et les surveiller. Il faut ausculter les patients qui vous disent que je ne respire pas bien. Il ne faudrait pas absolument dire que ce sont vos séquelles de la COVID qui font que vous ne respirez pas bien, mais ça va passer. Maintenir le traitement de fond pendant, après la COVID. Parce que on a vu des patients qui ont été hospitalisés ici, qui étaient asthmatiques, qui, en hospitalisation, avaient décidé d'arrêter le traitement de fond dans certaines structures. Il faut maintenir le traitement de fond parce que l'inflammation est toujours présente chez ces patients et cette inflammation-là va entraîner les crises. Et c'est à l'origine parfois des décès de ces patients qui ont eu la COVID qu'on ne comprend pas. Et puis, quatrième élément, il faut surveiller les séquelles respiratoires afin qu'elles n'handicapent pas le patient. Il y a une des collègues qui a dit quelque chose de bien. Le traitement de fond améliore la qualité de vie des patients, évite les complications et fait en sorte qu'il n'y ait pas de séquelles qui aillent handicaper les patients dans leur vie. Aujourd'hui, on ne doit plus mourir de l'asthme, on doit plutôt vivre avec son asthme. Dernière diapositive. Donc, en conclusion, je dirais que l'asthme, c'est une maladie chronique qui est influencée par l'inflammation, résultante parfois de la COVID. Donc, il faut pouvoir prendre en charge correctement les symptômes et surtout, il faut une évaluation régulière des patients qui va permettre de réduire les crises et l'amélioration de la qualité de vie. Qu'on soit infirmier, médecin, sage-femme, il faut pouvoir éduquer les patients, leur signifier que le traitement de fond, c'est un traitement ad vitam, ad aeternam pour la vie et pour l'éternité. Et c'est ce traitement de fond qui va permettre d'améliorer la qualité de vie et qui va permettre de ne quasiment plus avoir de crise et pouvoir vivre correctement sa vie sans asthme. Sur ce, dernier diapositive, je vous remercie. Merci, professeur. Vraiment, envoyons des signaux au professeur pour cette belle présentation et vraiment très interactive qui a permis aux participants de répondre aux questions, de mieux comprendre. Le professeur a vraiment bien insisté sur les parties, une bonne explication. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, professeur, pour le cas clinique, couplé à la présentation, aux explications du cours. Vraiment, c'était intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser? On tire vers la fin de notre session. Voilà, beaucoup de signaux au professeur. Avez-vous encore des questions, des zones d'ombre que vous voulez soumettre au professeur? C'est le moment. Voilà, c'est le moment d'en parler. Est-ce que vous avez des patients que vous suivez? Il y a des choses que vous n'avez pas compris. C'est le moment de poser les questions. Chers participants, bien, tout a été bien compris. Voilà, c'était simple, dans un langage facile. On a tous compris, on dirait. D'accord. Donc, on va mettre le lien du sondage dans le chat. Si le professeur Kraoufou est là, s'il peut dire un mot. Professeur Kra, si vous êtes toujours avec nous. Bonjour, docteur Kwasi. Bonjour, je suis là. Oui, professeur, un mot après cette séance, belle séance. Félicitations au professeur, à notre expert du jour, et surtout pour cette présentation interactive qui a permis à tout le monde de participer à cette session. Donc, je encore une fois merci à lui et merci à tous les participants qui ont pris de leur temps pour assister à cette formation. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, chers participants, en tout cas, nous avons été heureux d'être avec vous, d'apprendre des uns des autres et d'apprendre également du professeur. Nous avons mis le lien dans le chat. Donc, veuillez
répondre au feedback pour avoir l'attestation de participation. Voilà. Donc, c'est important. Cliquez sur le lien et participez au sondage. Et donc, nous aurons notre prochaine session. Nous sommes à la fin de cette séance. Comme je l'ai dit, nous serons avec le professeur. Bon, s'il n'a pas changé d'agenda. Hein. Voilà. Donc, on est avec les pneumologues tout le mois d'août. Donc, la prochaine session, professeur, normalement, c'est le 28 août. Donc, je ne sais pas si vous êtes disponible. C'est sur le thème de la tuberculose multirésistante. Là. C'est prévu pour le 28 août. Donc, on vous donne encore rendez-vous avec le professeur Aoui pour parler de la tuberculose cette fois-ci. Voilà. Le rôle de l'agent. Attends, je vais vous donner le titre. Comme ça, vous allez vous connecter ce jour-là. Donc, laissez-moi le temps de regarder rapidement. Donc, le thème de la session prochaine, Covidon. Le temps de regarder, juste une minute. Pendant ce temps, répondez à notre sondage. On a besoin de vos feedbacks. Voilà, donc prenez ce temps-là pour répondre au sondage avant de partir parce qu'on sait que vous avez d'autres activités, d'autres tâches à accomplir. Mais je vais vous donner le thème de la session prochaine avec le professeur. Apparemment, mon thème a disparu. Il faut que je regarde. Je vais donner le thème. Calendrier. Profitez pour faire le feedback. Profitez pour faire le feedback. Décidément, hein. Voilà. Calendrier, deuxième session. Calendrier, session. Voilà. Donc, ça sera la tuberculose multirésistante. Rôle de l'agent de santé dans l'enquête d'entourage dans le contexte post-Covid. Voilà. Donc, rendez-vous est pris pour le 28 août à 13h pour que nous puissions échanger avec le professeur. Puis ce, professeur, oui, merci beaucoup. Envoyez-nous un cas encore, professeur. D'accord, merci beaucoup. Et puis, au revoir à tous. C'est bien noté. Voilà. Au revoir à tous et puis bonne fête d'Assomption. Hein? Ou demain, à demain. Professeur Fortes, au revoir, merci. Professeur Kra, merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Bye bye. Et on se donne rendez-vous le 28 Merci. août. Merci, mon homo. Bonne soirée. Merci.